Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, après Viva Culture, je vous propose d'entendre un extrait de la rencontre organisée par Olivier Bouteiller à la Galerne avec Géraldine Lefebvre, directrice du MUMA, Michael Debris, chargé des collections et Pascal Perrin, historien de l'art. C'est à propos de la nouvelle exposition Monet au Havre. Mais en attendant, voici Viva Culture, c'est-à-dire l'instant poésie, numéro 23, Mathieu Amance, le consacre à Sarah Masson, autrice, performeuse et réalisatrice radio vivante au Havre. Quant à Catherine Desormières, elle s'intéresse toujours à Philippe Cadic, premier roman, premier succès en France. L'instant poésie. L'instant poésie. L'instant poésie. Par Mathieu Amance. Bonjour. L'instant poésie d'aujourd'hui est consacré à Sarah Masson, qui est autrice, performeuse et réalisatrice radio vivante au Havre. J'ai croisé pour la première fois Sarah Masson lors d'un événement de sortie de résidence organisé par Caroline Stella et Nicolas Cloche autour du spectacle Plus belle ruine de France au fort de Tourneville. Et c'est avant d'arriver au lieu du spectacle que j'ai croisé Charlène Damour, la directrice de la Maison de la Poésie de Normandie, qui nous a présenté l'un à l'autre, Sarah et moi. C'était tout simplement au tout début de la saison culturelle 2025-2026, puisque ça s'est passé le mercredi 3 septembre au fort de Tourneville, au Havre. J'ai ensuite retrouvé Sarah Masson à la Petite Librairie, un lieu qui m'est cher, où elle présentait son recueil de poésie Désexisté, publié au Carnet du dessert de lune, qui est tout simplement la maison d'édition associée à la Maison de la Poésie de Normandie, la Factory, et qui est basée à Rouen. Alors ça, la lecture de Sarah Masson à la Petite Librairie, c'était le vendredi 14 novembre 2025. C'était pour la sortie de son livre Désexisté. Parmi les actualités des éditions des Carnets du dessert de lune, on peut citer Baït, Habiter le poème, une traduction bilingue français-arabe, signée Nour Kadour, qui vient de recevoir le prix international d'œuvres poétiques originales 2026. Et puis, Caroline Stella, qui a publié le texte de son spectacle Plus belle ruine de France, et on peut faire un parallèle avec Sarah Masson, qui elle aussi a prévu de faire de Désexisté un spectacle vivant qu'elle défendra sur scène. Donc, on peut dire que une des caractéristiques des carnets des desserts de lune est de publier beaucoup de jeunes poétesses qui ont un sens de l'oralité bien aiguisé, et c'est aussi lié au fait que des résidences sont offertes à ces poètes et poétesses à la Maison de la Poésie normande de la Factory, où la mise en voix et la mise en scène du poème est travaillée durant plusieurs semaines ou plusieurs mois, comme ça a été le cas pour Caroline, pour Nour et bien sûr pour Sarah Masson. Et puisqu'on parle de voix, je vous propose d'écouter celle de Sarah Masson avec un premier extrait de son recueil Désexisté. Ce matin, je me réveille avant-hier. À l'aube, j'ai perdu l'avenir. J'existe. Je crois que j'existe. Je ne suis pas tout à fait sûre. Partons du principe que j'existe. Il y a comme une persistance tenace de l'existence. Quand on commence, on a du mal à s'arrêter.
Tous ces gens qui existent tout le temps, partout. Invisibles, nuisibles, tangibles. Cette pierre qui existe, ce galet, ce scolopendre, cette feuille de chêne brisée. Tous ces êtres qui existent et se répandent. J'existe. C'est fou comme j'existe. C'est fou quand on y pense ce que c'est d'exister. C'est fou comme on danse dans l'existence. Il faut comme ça exister pour vivre. Cette nuit, quelqu'un m'a dit « Tu enfles ». Tu commences à te répandre. Tu te likénises, à la surface et au-dedans. Tu te déverses. Tu grignotes les autres racines. C'est le moyen que tu as trouvé pour exister, manger les autres racines. Tu les manges les autres, tu les manges parce qu'elles sont bons ou délicieuses, parce que tu as faim et tout le temps soif. C'est une soif qui te mange aussi. J'ai soif comme un chien, tu dis. Je sens comme un devenir champignon. À l'intérieur de moi se forment des filaments, une pourriture féconde. Dans le sous-bois, dans le sous-feuille, je deviens spore. Je peux me redessiner sous le chapeau, sous le piléus, strier, parler mycélium, trouver une langue pour mon être champignon, mycélianité, sur un pied d'égalité, sur des lamelles de pensée qui glissent. Ça sent le sable, le béton, la glaise, l'herbe fraîche, la terre sèche. Surface convexe en attente d'association. Désir démesuré de contact. Creux. Mains, visage, omoplate, fossette, creux et vide. Qui attendent. Qui existent. Encore faut-il les comprendre, les champignons ne parlent pas tellement le français, les champignons. Quand on les écoute, ils bruissent. Ils n'assemblent pas de lettres. C'est peut-être ça la clé. Impolitesse des mots. Amoncellement de lettres. Est-ce qu'on y pense quand on parle à l'impolitesse des mots ? Vous l'aurez compris, les créations de Sarah Masson se situent à la croisée entre l'écriture, la poésie, la radio, le théâtre et la performance. Dans son parcours professionnel, Sarah Masson a toujours mêlé écriture et radio. Tout est une affaire de voix. La voix que l'on donne aux autres, personnages réels ou fictionnels. Collaboratrice régulière de France Culture, elle réalise également des podcasts. Enfin, elle donne plusieurs ateliers d'écriture et de radio auprès de différents publics, que ce soit des scolaires, adultes handicapés et adultes en réinsertion. Et elle le fait notamment en binôme parfois avec Caroline Stella. Dans sa bibliographie, on trouve d'abord la publication d'un premier roman en février 2020 intitulé « Le silence après nous » chez J.C. Lattès. Et donc, ensuite, en 2025, c'est « Désexister » qui paraît au carnet des desserts de lune. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, « Désexister » est aussi un spectacle en cours de création où Sarah Masson travaille à la mise en scène à côté de la chorégraphe Lucie Palazzo et de la metteuse en scène Flora Donars. Et son texte sera accompagné d'une bande-son lors du spectacle qui est composée par Mathias Berthaud. Alors pour tous les Havrais et Havraises qui souhaitent découvrir ça, il y aura une sortie de résidence ouverte au public le 12 juin à 16h à la Maison de l'étudiant du Havre. 16h le 12 juin 2026. Cette bande-son de Mathias Berthaud, je vous propose d'ailleurs d'en faire un habillage sonore pour le reste de la rubrique. Avant d'écouter un deuxième et dernier extrait de Désexister, je vous propose de lire un extrait de l'article de Marion Cazzi consacré à Désexister dans Perluette, la revue sur le livre en Normandie de Normandie Livre et Lecture. Comment vivre seul
À deux, à plusieurs, ici ou là. Comment trouver sa place, son rythme? Que faire de ses dépendances affectives et du besoin d'avoir 8 câlins journaliers? Que faire des hasards, des absences, des manques? Et si, au milieu de ces mots, de ces interrogations, de ces lettres, les champignons étaient là pour faire entendre une autre voix, un bruissement, des messages, des traces sur la terre et dans la roche? Les champignons, les lichens, pourraient-ils être des manières de renaître de soi-même? Un texte de poésie qui se dévoile page après page et qu'il est bon de lire d'une seule traite pour ne pas perdre le fil de sa pensée. Alors, voilà un dernier extrait, et puis je vous invite toutes et tous à aller écouter Sarah Masson à la maison de l'étudiant du Havre, en sortie de résidence, vendredi 12 juin à 16h. Cette résidence, elle a d'abord eu lieu au Théâtre de l'Impossible, au Four à Chaud de Raigneville-sur-Mer et aux Grandes Fenêtres à Exideuil en Dordogne, et puis à la maison de l'étudiant au Havre. On est tellement du hasard de petits hasards hasardés. Tout est tellement le hasard, on se perd dans le hasard. On disait ornithorynque d'Australie. On disait loup. Moi, je suis loup. Je suis un loup pour toi parce que, oui, c'est ça aussi le problème. On est toujours le loup de quelqu'un étant donné qu'on est. On doit sortir, on doit s'extraire, et après, il faut se confronter à l'autre, à toi, fruit d'un autre hasard, de hasard hasardé. Pour que ces hasards s'entendent, il faut une sacrée dose de nouveaux hasards. Après, tu pourras dire à l'autre « Hé, tu es le hasard que je cherchais. » Sortir de soi. Sortir du dedans de soi. Sortir pour le monde extérieur ce qui est sortable de soi. Comment être soi dehors? Moi je dis qu'on ferait mieux d'y rester à l'intérieur. On ferait mieux de ne jamais sortir. Ça éviterait de se cogner au hasard de l'existence. Aux gens, quoi. J'ai rêvé d'être quelqu'un d'autre. Je voulais être cette personne que tout le monde veut être. Cette personne aussi, peut-être, elle veut être quelqu'un d'autre. Alors c'est infini. Qui veut être l'autre de soi? Revend dépendance affective. Très bon état. Prix à débattre. Manque. Il manque quelque chose, il manque quelque chose. Du sucre. Défaut d'amour. Défaut d'enfant. Défaut. Il manque. Il paraît que l'être humain a besoin de 8 câlins par jour. 8 embrassades, 8 hugs. Ce mot qui n'existe pas en français. 8 câlins, par exemple, ça correspond à combien de caresses? Si on les convertit, ça fait combien? Combien si on les divise par grains de peau? Combien si on les soustrait? Si on les ajoute? Si on les range? Si on les classe? Combien? Combien? Les câlins se gagnent. Tirage de câlins. 800 000 câlins à gagner aujourd'hui. On ne sait pas comment vivre. On ne sait pas comment vivre à plusieurs. On ne sait pas comment vivre seul. On ne sait pas comment vivre à deux. On ne sait pas comment vivre en ville. On ne sait pas comment vivre à la campagne. On ne sait pas comment vivre jeune, vieux, avec, sans enfant. On n'a jamais lu le mode d'emploi. Trop long. C'est écrit trop petit. Je ne lis pas le japonais. Minutes chroniques, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Le 24 mai dernier,
10 minutes chroniques étaient consacrées à la nouvelle de Philip K. Dick, Foster, You're Dead, parue en 1955. Philip K. Dick est né en 1928 à Chicago. Dès ses 13 ans, quelques-unes de ses histoires paraissent dans la Berkeley Gazette. Mais c'est à 21 ans que pour la première fois, il est payé pour la publication d'une nouvelle dans la revue Fantasy et Science-Fiction. Une histoire d'extraterrestres, arrivés sur notre planète sous l'apparence d'éboueurs qui étudient les déchets des terriens pour mieux les connaître. K. Dick commence alors à publier régulièrement des nouvelles jusqu'en 1955, année où paraît son premier roman, Loterie solaire. Il a 27 ans. En 1962, Le Maître du Haut Château est publié. C'est un immense succès. Ce roman gagne le prestigieux prix Hugo. En 1963 et 1964 paraissent Les Clans de la Lune Alphane, Simulacre et Le Dieu venu du Centaure. En 1977, il était reçu en France à l'occasion du festival de science-fiction à Metz. Seul voyage qu'il ait fait de toute sa vie en dehors des États-Unis, il analysait alors l'état de la littérature de science-fiction. Voici ce qu'il déclarait. Le statut des écrivains comme moi est déprécié aux États-Unis. La science-fiction est un genre pour adolescents, pour les lycéens ou pour tous les lecteurs un peu perturbés. Les éditeurs veulent des romans ayant une moralité irréprochable avec des critères stricts. Pas de sexe, pas de violence, etc. Nous sommes contraints d'écrire des livres où il n'y a pas de sexe, pas de violence, ni aucune réflexion profonde. Il faut faire des romans d'aventure qu'on appelle des opérations spatiales, des sortes de westerns futuristes. La pression est très forte. La science-fiction en tant que genre est au même niveau que les romans à l'eau de rose. Nous sommes le bas du panier. La situation s'est un peu améliorée depuis quelque temps car le milieu universitaire vient de nous découvrir. Il y a eu des publications universitaires sur la science-fiction américaine et les romans de science-fiction sont étudiés dans certains cours à l'université ou au lycée. L'un de mes livres est utilisé dans un cours sur le roman moderne, pas comme un livre de science-fiction, mais comme un exemple de roman moderne. Ça, c'est rare. Il y a toujours de très forts préjugés contre la science-fiction. Au début, j'étais un écrivain pulp. J'écrivais pour des magazines à sensation. Je n'aurais jamais imaginé avoir une quelconque importance, donc ces préjugés ne me gênaient pas. Mais ensuite, j'ai découvert qu'en Europe et surtout en France, la science-fiction était prise au sérieux. Les auteurs de science-fiction n'étaient pas considérés plus bas que terre. Je n'en revenais pas. Des Français ont commencé à me rendre visite, notamment quelqu'un qui écrivait un mémoire sur un de mes romans. J'étais totalement abasourdi. Je ne pouvais pas imaginer qu'on prenne la SF au sérieux. J'avais écrit ce que je considérais comme des romans sérieux, mais ils ne s'étaient jamais bien vendus aux États-Unis. Je crois que le record de vente, ça a été Loterie solaire, avec plus de 300 000 exemplaires. Et Le Maître du Haut Château doit avoir dépassé les 300 000 exemplaires aujourd'hui. Dans le premier roman publié de Dick en 1955, Loterie solaire, les hommes sont dirigés par le directoire des 9 planètes. Nous sommes en 22003. On y apprend qu'au milieu du XXe siècle, après que les problèmes de production ont été résolus, l'ère de la consommation a atteint son apogée. Écoutons un extrait. Dans les années 1950 et 1960, les produits fermiers et manufacturés commencèrent à s'empiler en gigantesques montagnes partout dans le monde occidental. On en donna autant que possible, mais cela menaçait de bouleverser le marché libre. En 1980, la solution temporaire fut d'en brûler pour des milliards de dollars, semaine après semaine. Tous les samedis, citadins et citadines s'attroupaient en une foule sombre et rancunière pour regarder l'armée arroser d'essence les automobiles et les grille-pains, les vêtements, les oranges et le café que personne ne pouvait acheter, puis leur mettre le feu dans une aveuglante déflagration. Ainsi, pour calmer la population, les jeux ont été inventés, sorte de loterie où l'on peut gagner des objets. Les jeux avait amélioré la situation, un tant soit peu.
Si les gens ne pouvaient se payer les coûteuses marchandises manufacturées, ils pouvaient au moins espérer les gagner. Pendant des décennies, l'économie reçut un coup de fouet grâce aux mécanismes complexes qui distribuaient les tonnes de marchandises rutilantes. Mais pour chaque homme qui remportait une auto, un réfrigérateur ou un poste de télévision, il y en avait des millions qui ne gagnaient rien. Les populations, ballottées par le hasard, deviennent fatalistes, n'imaginent plus avoir la moindre influence sur leur existence. La superstition règne partout, les amulettes, les gris-gris sont censés apporter la chance. La production surabondante des biens des années du XXe siècle n'a abouti qu'à la ruine des esprits. Cependant, le hasard préside également à leur destinée professionnelle et donc à leur place dans la société. C'est le meneur de jeu, le tout-puissant Véric, qui distribue les emplois avantageux, les fonctions prestigieuses, auprès de ceux qui lui prêteront allégeance. Or, lui-même a accédé au pouvoir quand son nom a été tiré au sort par la machine, nommée aussi la bouteille ou encore appelée l'instrument socialisé du hasard. En voici quelques extraits. Ted Bentley vient d'être licencié. On lui rend sa carte d'employé. C'était étrange de la revoir après tant d'années. Il resta un moment à la tenir gauchement entre ses doigts avant de la mettre dans son portefeuille. Elle représentait son unique chance sur 6 milliards à la grande loterie, une fragile possibilité d'accéder par une imprévisible saute de la bouteille à une position de classe 1. Bentley se rend à Batavia où réside le directoire. Il loue une chambre et se met au travail pour préparer son entretien. Il emprunta un petit scanner et des bracelets de bande à la bibliothèque d'information publique. Pendant des jours, il accumula tout un arsenal d'informations relatives à la biochimie, sujet qui lui avait valu sa classification initiale. Il bûchait comme un enragé, sans perdre de vue un fait primordial. Les demandes d'allégeance professionnelle auprès du meneur de jeu n'étaient examinées qu'une seule fois. S'il échouait, c'était fini. 5 jours plus tard, il est prêt. Un frisson glacial le parcourut lorsqu'il se leva ce matin-là. Les embauches du meneur de jeu Véric répondaient au principe fondamental du minimax. Apparemment, le hasard présidait à la répartition des serments d'allégeance. En 6 jours, Bentley n'avait pas réussi à déterminer un quelconque schéma, ni le facteur, s'il y en avait un, à même de lui garantir le succès. Finalement, sans avoir à passer le moindre entretien, on demande à Bentley de prêter un serment d'allégeance au meneur de jeu. Il est alors définitivement lié au tout-puissant Véric. Ce que ne sait pas Bentley, c'est que la bouteille qui se manifeste de façon aléatoire vient de tourner. Un autre meneur de jeu vient d'être désigné, au hasard, parmi l'ensemble de la population. Véric est banni. Bentley est piégé, associé à un perdant. La suite du roman nous entraîne dans les vertiges des personnalités remplaçables. Les romans de Dick ne traitent pas du futur mais du présent, ou plutôt de ce qui préoccupe le présent et encore jusqu'à aujourd'hui. Ces romans parlent du doute qui peut s'insinuer quant à la réalité qui nous entoure, celle du pouvoir, des manipulations, de l'absurde et aussi de l'intelligence artificielle. Seul le biais du genre particulier de la SF lui permettait d'exprimer des idées originales, où son imaginaire ne l'entraînait pas dans des récits de pure conquête spatiale, ni dans des histoires de combats de titans ou de lutte contre des mutants. Rien de tout cela ne l'intéressait. En revanche, l'univers mental des hommes lui apportait des possibilités infinies.
Ses livres sont la projection de son esprit singulier. On sait maintenant que son œuvre est inclassable dans l'immensité des différents styles et thématiques de la science-fiction. Ce jour de 1977 à Metz, Cadic a fait une déclaration à laquelle personne ne s'attendait. La voici. Tout a commencé en 1964 et 1968. En 1964, les éditions Opta, en France, m'ont contacté, car ils voulaient publier tous mes romans dans leurs publications. J'ai senti qu'ils avaient une vision différente de mes livres et de la SF en général. Ça m'a donc poussé à écrire des romans plus sérieux, car je savais qu'ils auraient des lecteurs plus sérieux. Il y a une grande différence entre l'intérêt des Français pour la science-fiction et celui des Américains. J'apprécie beaucoup l'intérêt des Français. En fait, je n'aurais jamais pu continuer ma carrière sans l'aide du public français, financièrement et psychologiquement. D'abord, je dois dire que les États-Unis ont un gros défaut, que l'on ne retrouve pas en France. Les Américains sont profondément anti-intellectuels. Ils ne s'intéressent pas aux romans qui défendent des idées. Or, la SF traite principalement d'idées. Cet anti-intellectualisme des Américains les empêche de s'intéresser aux idées imaginatives et aux concepts intellectuels. Il faut ajouter à cela une autre facette de mon travail, qui me différencie des autres auteurs. J'ai grandi à Berkeley, et mon éducation ne se limite pas du tout à la lecture des romans de science-fiction écrits avant les miens. Camberley est une ville universitaire. J'ai lu Flaubert, Stendhal, Balzac, Proust et les romans russes, influencés par les Français, comme Tourguenieff. J'ai même lu des romans japonais contemporains dont les auteurs admiraient le réalisme français. Par exemple, mes 2 romans préférés sont Madame Bovary et Le Rouge et le Noir. D'une certaine manière, ce que je sais du roman, je ne l'ai pas appris auprès des Américains, mais des Français. Donc, c'est peut-être logique que je plaise en France. En 1975 paraissait en France dans la collection Marabout Université Panorama de la science-fiction de Jacques Van Herp. 400 pages, plus de 20 chapitres, les cités futures, les machines qui pensent, ou bien encore l'homme modifié. La conclusion de l'ouvrage disait « La science-fiction, c'est peut-être bien l'homme qui peut tout », ou peut-être l'expression apparemment irrationnelle de ce qu'il y a de plus irrationnel dans l'homme. En 1970 était déjà parue une anthologie de la SF, les chefs-d'œuvre de la science-fiction, dans la collection Planète, laquelle présentait 38 nouvelles rassemblées par Jacques Sadoul, 38 auteurs, dont Philippe Cadic. Sur la 4e de couverture, on peut lire ceci. La science-fiction que l'on croit populaire, alors qu'elle est au contraire la plus intellectuelle et la plus sophistiquée de toutes les littératures marginales. Philippe Cadic entrait alors dans la catégorie des grands auteurs de littérature, mais il ne le savait pas encore. Retrouvons-nous dans 10 minutes chroniques, quand vous le souhaitez, en podcast sur Westrack Radio ou bien en direct tous les 15 jours dans Viva Culture. À bientôt.
Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Poutavi. À notre agenda culturel, je vous rappelle la présentation de saison par Camille Barneau, directrice du Volcan, et son équipe, les 11 et 12 juin à 19h. Avant d'entendre Viva sur scène, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt et pensez à adhérer, à réadhérer. Notre fête de clôture de saison aura lieu le 25 juin à 17h30 au Clos du Val-Soleil. Au revoir.